Décembre 2017. La France est en deuil, paralysée par la disparition de son idole nationale. L'hommage populaire rendu à Johnny Hallyday est un événement historique, un défilé de personnalités, de politiques, d'artistes, tous réunis à l'église de la Madeleine pour saluer le roi. Pourtant, au milieu de cette communion nationale, une absence crée une onde de choc, un silence qui résonne plus fort que tous les hommages. Jean-Jacques Goldman, l'homme le plus aimé du pays, l'éternelle personnalité préférée des Français, n'est pas là. Ni au funérarium, ni à la Madeleine. Aucune déclaration, aucun mot public, aucune larme partagée. Ce silence est immédiatement perçu comme une anomalie, une énigme, voire une trahison pour certains. Pourquoi ? Pourquoi cet artiste, si méticuleux dans ses engagements, si respecté pour son humanité, a-t-il choisi de bouder l'adieu à celui pour qui il avait écrit un chef-d'œuvre? Car le paradoxe est là, c'est Goldman qui, en 1986, a offert à Johnny, l'album Gang, un bijou de rock et de poésie qui a littéralement sauvé la carrière du chanteur. Comment l'architecte de sa résurrection artistique pouvait-il refuser de saluer l'homme une dernière fois? Pendant 8 longues années, le mystère s'épaissit. La France, qui aime tant Goldman, ne comprend pas. L'homme qui vit reclus, loin des projecteurs depuis 2 décennies, se mure dans cette absence. Et puis, le miracle télévisuel survient. Janvier 2025, 8 ans après la mort de Johnny, Jean-Jacques Goldman, celui que l'on ne voit plus, accepte de parler. Devant les caméras de France 2, sa voix est posée, presque fragile, mais ses mots sont d'une clarté tranchante. La France retient son souffle, attendant l'explication. Il la donne, sans phare, avec cette pudeur qui le caractérise. Nous étions de 2 planètes différentes. Une phrase simple, mais lourde d'une émotion contenue. Ce n'est pas une excuse, c'est un constat. C'est pas un jugement, c'est une définition. Il précisera « Nous n'étions pas amis au sens courant, mais il m'a appris le courage. L'aveu est capital. Goldman ne pleure pas à la télévision. Il choisit la sobriété. Il ne pouvait pas participer au spectacle de la douleur, lui qui a toujours fui la lumière. Nous étions différents, répète-t-il, mais nos musiques se sont comprises. Cette apparition bouleverse le pays. Certains admirent cette noblesse du silence, cette fidélité à soi-même. D'autres regrettent qu'il ait attendu si longtemps. Mais pour comprendre cet homme qui a préféré le silence à l'éternité médiatique, il faut remonter bien avant Johnny, à la source de sa méfiance. Pour saisir la profondeur de son silence, il faut revenir aux fondations. Jean-Jacques Goldman naît le 11 octobre 1950 et à Paris, non pas dans un berceau d'artistes, mais dans une famille dont l'ADN est marqué au fer rouge par l'histoire, la guerre et la résistance. Son identité s'est construite sur un paradoxe, l'héroïsme de l'ombre. Son père, Alter Mojé Goldman, était un juif polonais, un héros des maquis français. De lui, Jean-Jacques n'hérite pas le goût des médailles ou des récits de bravoure, mais le sens absolu de la discrétion et de la droiture. L'héroïsme, chez les Goldman, n'est pas une chose dont on parle, c'est une chose que l'on fait en silence. Sa mère, Ruth Embrun, infirmière d'origine allemande, incarne la bienveillance, une douceur qui contraste avec la dureté des temps. Mais cette éthique de la retenue va être pulvérisée par un drame qui scellera à jamais le rapport de Jean-Jacques au monde extérieur. Nous sommes en 1979, Jean-Jacques a 28 ans, son frère aîné, Pierre Goldman, figure intellectuelle et militante d'extrême gauche, personnage public controversé, est assassiné en pleine rue à Paris. Le meurtre n'a jamais été élucidé. Pour Jean-Jacques, c'est un séisme. Il voit ce que la lumière, l'exposition et l'engagement public peuvent coûter, la vie. Il voit comment les médias s'emparent d'une tragédie, la déforment, la transforment en spectacle. Ce traumatisme devient une leçon de vie indélébile. Si son père lui a appris la discrétion, l'assassinat de son frère lui apprend la méfiance. Il ne fera plus jamais confiance à la lumière des projecteurs. C'est ici, dans le sang de son frère, que le Goldman public commence à se retirer, bien avant d'exister. Le reste de son parcours semble presque banal, en comparaison, presque une fuite. Il étudie sagement au lycée François Villon, puis intègre la prestigieuse école de commerce l'ESCP. La musique arrive presque par accident, comme une voie d'évasion. En 1975, il intègre le groupe Taifong,
une formation étonnante, fusion franco-vietnamienne au son progressif. Il est là, mais déjà en retrait. C'est une première étape vers un destin qu'il ne maîtrise pas encore, un destin qui va le propulser dans l'arène publique qu'il redoute plus que tout. Il ne le sait pas encore, mais il est déjà en train de bâtir la forteresse qui lui permettra de survivre à ce qui va suivre. Un succès si colossal qu'il menacera de l'engloutir. Le destin, cependant, ne se soucie guère de la méfiance. Après l'expérience collective de Taifong, Jean-Jacques Goldman se lance en solo, presque à contre-cœur, et le choc est immédiat. En 1981, il suffira d'un signe « n'est pas une chanson », c'est une déflagration. La France découvre une écriture unique, à la fois populaire et exigeante, des mots simples qui touchent à l'universel. C'est le début d'une décennie de domination absolue. Les succès s'enchaînent à une vitesse folle. Quand la musique est bonne, Envole-moi, encore un matin. Les années 1980 le consacrent idole nationale. Mais c'est une idole qui refuse le costume. Alors que l'époque est au fluo, aux paillettes et à l'excès médiatique, Goldman impose son antithèse. Pas de scandale, très peu d'interviews, toujours la même chemise simple, le même jean. Il ne joue pas le jeu. Il refuse les artifices du show business, non par stratégie, mais par instinct de survie. Chaque apparition télévisée semble être une épreuve pour cet homme qui préfère l'ombre des studios à la lumière crue des plateaux. Il est l'homme qui remplit les stades, mais qui, une fois le concert terminé, disparaît. Cette posture fascine. Il devient l'artiste, malgré lui, un homme dont la sincérité devient la meilleure des protections contre le système qu'il redoute. Et c'est précisément cet homme, au sommet de sa gloire, mais déjà en marge, que la plus grande icône française va venir chercher. En 1986, Johnny Hallyday traverse une passe difficile. Sa carrière patine, il a besoin d'un nouveau souffle, d'une nouvelle direction, il se tourne vers Goldman, le pari est risqué, que peut bien avoir en commun le poète discret et le lion du rock? C'est le choc des deux planètes dont Goldman parlera des décennies plus tard. Pourtant, Goldman accepte et s'immerge. Il offre à Johnny Hallyday l'album Gang. C'est un bijou de rock et de poésie taillé sur mesure. Un costume parfait pour la voix de Johnny et l'âme de Goldman. Des titres comme L'Envie, Je te promets ou Laura deviennent des classiques instantanés. L'album sauve la carrière de Johnny et le replace au sommet. Ironiquement, l'homme qui fuit la lumière vient de rallumer le plus grand projecteur de France. Ce triomphe ne le rassure pas. Il le confirme dans ses doutes. Il fonde le trio Fredericks Goldman Jones comme pour diluer sa propre image dans celle d'un groupe et continue d'enchaîner les tournées triomphales tout en commençant à se consacrer à l'écriture pour d'autres, Céline Dion, Patricia Cass, Florent Pagny. Il prépare sa sortie. En 2004, sans annonce ni adieu, Jean-Jacques Goldman quitte la scène et disparaît des médias. Le choc est total. Pendant 20 ans, son silence devient une légende nationale. La France s'interroge, pourquoi cet homme, au sommet de sa popularité adulé et respecté, a-t-il choisi l'effacement absolu? Les journalistes spéculent, burn-out moral, désenchantement politique, simple lassitude. La vérité est que ce retrait n'est pas un caprice, mais l'aboutissement logique d'un chemin de vie marqué par la méfiance. Depuis le drame de son frère Pierre, Goldman se méfie du bruit, du pouvoir et du rôle de porte-parole que la société veut lui imposer. Il va connaître 3 désillusions majeures qui vont le pousser vers la sortie. La première fêlure est politique. En 1984, il s'engage corps et âme dans SOS Racisme. Pour lui, c'est un acte citoyen, un engagement pour la tolérance. Mais il est immédiatement pris dans un feu croisé partisan. La droite l'accuse de faire de la propagande déguisée, la gauche radicale lui reproche son apolitisme, le jugeant trop modéré. Cette incompréhension le blesse profondément. Il confiera plus tard à un proche « Je suis juste un citoyen qui chante ». Il réalise qu'en France, l'artiste n'a pas le droit d'être simplement un homme, il doit choisir un camp. La deuxième fêlure vient de l'industrie elle-même. En 1995, il écrit et compose l'album 2 pour Céline Dion. C'est un triomphe planétaire, un record absolu avec 10 millions d'exemplaires vendus. Mais derrière ce triomphe, une bataille juridique féroce éclate avec la maison de disques Columbia sur les droits d'auteur. Goldman gagne son procès et conserve la maîtrise totale de son œuvre, mais la victoire est amère.
Il découvre la brutalité et la trahison possible au cœur même de la création. Son plus grand succès international renforce son isolement et sa conviction que l'art et le business sont incompatibles. La dernière fêlure, la plus intime, est celle des enfoirés. Pendant 17 ans, il en est le moteur, le visage discret de la solidarité, mais son départ brutal, en 2004, surprend tout le monde. Les rumeurs parlent d'épuisement, de conflits internes. La vérité est plus profonde. Goldman aurait confié à ses proches qu'il ne supportait plus la mise en scène de la charité, le spectacle de la bonté. L'homme de l'ombre ne supportait plus que la générosité devienne un show télévisé. Ces 3 ruptures, ajoutées au harcèlement médiatique sur sa vie privée, comme en 2023 où Closer évoque une prétendue maladie, ont rendu son départ inévitable. Il n'a pas fui la gloire, il a fui le bruit pour rester cohérent. À 73 ans, Jean-Jacques Goldman mène une existence que la presse qualifie de minimaliste, mais qui est en réalité le luxe suprême, la liberté absolue. Depuis son retrait en 2004, il a méthodiquement bâti une forteresse, non pas pour accumuler, mais pour protéger. Loin des excès du show business qu'il a fui, il est devenu l'un des artistes les plus riches de France, mais sa fortune est une conséquence de son éthique et non un objectif. Ses revenus proviennent d'un catalogue d'œuvres impressionnant. Plus de 300 chansons, dont les droits d'auteur de la SACEM et les royalties de ses compositions pour Céline Dion, Patricia Cass ou Florent Pagny, lui assurent une rente continue estimée à plusieurs centaines de milliers d'euros par an. Selon Forbes et Challenge, la valeur globale de ses droits musicaux dépasserait les 100 millions d'euros. Pourtant, Goldman n'a rien du millionnaire flamboyant. D'abord à Marseille, puis à Londres, il mène une vie d'anonymat total. Un appartement sobre, des vêtements simples, un vélo plutôt qu'une voiture de luxe, il fréquente les cafés comme un homme ordinaire. Cette simplicité n'est pas une posture, c'est la manifestation de son indépendance. Ayant retenu la leçon de ses batailles juridiques passées, il a bétonné son héritage. Sur le plan juridique, il a toujours défendu la protection stricte de ses œuvres, refusant une utilisation publicitaire en 2018 en estimant qu'une chanson née de la sincérité ne peut pas vendre un produit. Sa fortune et son indépendance. Contrairement à Johnny Hallyday, qui laissa derrière lui un empire morcelé par les procès, Goldman a préparé une architecture juridique claire, une société de gestion à Londres, des contrats transparents, une répartition équitable déjà organisée pour ses 6 enfants et son épouse. Sa philosophie économique se résume en une phrase qu'il a prononcée jadis: « Gagner de l'argent, c'est bien, ne pas en dépendre, c'est mieux ». La preuve ultime de cette incorruptibilité survient en 2025. Le magazine Le Point révèle qu'Universal Music lui a proposé 150 millions d'euros pour racheter l'intégralité de son catalogue. Dans un marché où tous les artistes de sa génération vendent Bob Dylan, Bruce Springsteen, Goldman refuse. La raison est simple, il ne veut pas que ses chansons deviennent de vulgaires produits, gérés par un département marketing. Cet acte, à contre-courant de toute logique financière, est l'acte de résistance ultime. Son patrimoine n'est pas matériel, il est moral. Le moment où Jean-Jacques Goldman a rompu son vœu de silence restera gravé dans l'histoire de la télévision française. C'était un soir d'hiver, le 14 janvier 2025, sur le plateau feutré de France 2. L'émission, au titre prémonitoire, s'intitulait « Les mots qu'il n'a jamais dit ». L'audience fut stratosphérique, plus de 6 millions de téléspectateurs. Le générique s'efface. On découvre Goldman, 73 ans, cheveux gris, le regard tranquille, vêtu d'une simple chemise bleue sans marque. Face à lui, Anne-Sophie Lapix pose la question que toute la France a sur les lèvres. Pourquoi parler maintenant? Il sourit, hésite une seconde, puis livre la clé de son mystère. Parce que le silence aussi mérite qu'on l'explique. Ce n'était ni une confession, ni un retour. C'était un passage de témoin. Pendant 40 minutes, il évoque son parcours, ses choix et surtout Johnny Hallyday. Ses phrases sont pesées, simples, chirurgicales. « Johnny m'a offert son âme », dit-il. « J'ai essayé d'en faire une chanson. » Il raconte la genèse de « Je te promets », né d'une conversation nocturne dans un studio vide. Il m'avait dit « Je veux une chanson d'amour qui tienne debout ». J'ai compris qu'il parlait de lui-même. Sur le plateau, le silence est absolu. Pas de musique superflue, pas d'archives. Juste la voix d'un homme qui semble réapparaître pour solder une dette de gratitude.
Puis il lâche cette phrase qui émeut la France: Nous ne nous sommes jamais vraiment compris, mais nous nous sommes entendus. C'est mieux. L'impact est immédiat. Sur les réseaux sociaux, les extraits deviennent viraux. Les journaux titrent Goldman parle enfin. À la sortie du studio, il refuse toute autre demande et quitte Paris le lendemain pour Londres. Aucun projet n'est annoncé. Mais dans les jours qui suivent, les ventes de ses anciens albums explosent. Gang, l'album de Johnny, réapparaît dans le top 10. Les critiques saluent une rare dignité. Le Monde écrit: Dans une époque de vacarme, Goldman a prouvé que le silence reste la plus haute forme d'art. Cette interview a marqué la fin d'une ère. Il a quitté la scène une deuxième fois. Aujourd'hui, son héritage dépasse la musique. Il inspire Vianney ou Zaz par sa justesse. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il laisserait, il répondit: Peut être des chansons utiles, le reste ne m'appartient pas. Une phrase qui résume son destin: servir sans s'exposer. Son silence, loin d'être une absence, est devenu un signe. Celui d'un homme qui a compris que la véritable gloire ne fait pas de bruit.